Pourquoi maman embrassait mon professeur particulier, sur ton lit? J'ai embrassé Sophie sur le front, à 7 heures du matin. Elle était encore toute chaude de sommeil. Ses cheveux étaient ébouriffés, et sa joue, marquée par l'oreiller. Dans ses mains, elle tenait son vieux lapin en peluche, celui qu'elle traînait partout avec elle, depuis déjà 3 ans. Je m'attardai une seconde de plus que d'habitude, respirant cette odeur, un mélange de shampoing pour bébé, et de quelque chose d'imperceptiblement doux. C'est une odeur propre aux jeunes enfants, qui disparaît bien avant qu'on ait le temps de s'en rendre compte. « Papa, tu rentreras tôt, aujourd'hui » murmura-t-elle, sans ouvrir les yeux. « Je vais essayer, ma puce, répondis-je. Rendors-toi. » Margot se tenait près de la fenêtre de la cuisine, en peignoir, tenant sa tasse à 2 mains. Le soleil matinal l'éclairait, exactement comme dans une scène de film. C'était doux, doré, et d'une beauté trompeuse. Elle m'a souri, par-dessus son épaule. Je me suis approché, je l'ai enlacée par derrière, et j'ai senti qu'elle se tendait légèrement. Mais je n'y ai prêté aucune attention. Je n'y prêtais jamais attention. Et c'était bien là, ma plus grande erreur. « Tu rentreras tard, aujourd'hui » demanda-t-elle. « Non, je prévois d'être là vers 19 heures, répondis-je, en enfilant déjà ma veste. « Le professeur particulier arrive à quelle heure » À 15 heures. Pour peu de temps. J'ai hoché la tête, et j'ai pris ma mallette. En chemin, j'ai acheté un café dans un gobelet en carton, ainsi que des fleurs. Pas pour une occasion spéciale, juste comme ça. Parce que la vendeuse, près de la station de métro, me souriait toujours, et que les tulipes jaunes étaient magnifiques. J'étais exactement ce genre de mari, celui qui achète des fleurs sans raison, celui qui se souvient que Margot déteste la coriandre, et qu'elle aime quand la chambre est fraîche. Celui qui, en 8 ans, n'avait jamais douté une seule fois. Au bureau, c'était un mardi ordinaire. 9 heures passées à mon bureau, 3 réunions, et une pile de contrats à vérifier, avant la fin de la semaine. Mon collègue, Antoine, me racontait je ne sais quoi sur sa voiture. La secrétaire, Léa, m'a apporté du café et des biscuits. Je répondais aux emails, je regardais la rue grise par la fenêtre, en me disant qu'il faudrait emmener Sophie aux zoo ce week-end. Elle réclamait depuis longtemps, d'aller voir les girafes. Rien, absolument rien, ne laissait présager que mon monde avait déjà basculé. Que, pendant que j'étais assis là, à lire des beaux commerciaux, il se passait quelque chose dans ma chambre. Quelque chose qui allait scinder ma vie, en un avant et un après. De manière aussi nette et irréversible qu'une lame coupe le papier. À 18h30, je me suis préparé pour rentrer. En chemin, je me suis souvenu des tulipes. Elles étaient toujours dans ma mallette, un peu froissées. Ce n'était pas grave, Margot serait quand même ravie. Elle disait toujours que j'étais le seul homme qu'elle connaissait à penser aux fleurs. J'en étais fier. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en étais fier. La porte s'est ouverte, avant même que je n'appuie sur la poignée. Sophie se tenait dans l'entrée, comme si elle m'attendait. Elle portait une robe avec des petites fraises, et une seule chaussette. Elle avait visiblement perdu la seconde, depuis le matin. Elle s'est jetée sur moi, s'est agrippée à mon bras des 2 mains, et m'a tiré à l'intérieur. Avec cette confiance aveugle, propre aux enfants, qui croient que leur papa est l'homme le plus infaillible au monde. « Papa » cria-t-elle, dans le vide. Le cliquetis de la vaisselle résonnait depuis la cuisine. Margot préparait le dîner, ou du moins, en donnait l'impression. J'ai enlevé ma veste, j'ai posé ma mallette, et je me suis accroupi devant Sophie. Elle voulait clairement me dire quelque chose. Je le voyais, à la façon dont elle passait d'un pied sur l'autre, et me regardait. Avec cette gravité si particulière, qu'ont les enfants lorsqu'ils portent un lourd secret. « Papa, dit-elle. Pourquoi maman, elle embrassait le professeur de Sophie, sur ton lit ?» Elle a posé cette question de manière totalement innocente. Exactement comme les enfants demandent comment se forment les nuages, ou pourquoi les chiens ne parlent pas. Sans l'ombre d'une compréhension, sans aucune arrière-pensée. C'était juste un fait, qu'elle avait observé. Et maintenant, elle voulait une explication, car cela ne collait pas avec sa vision du monde. Je n'ai pas bougé d'un pouce. À l'intérieur de moi, quelque chose se produisait,
mais cela ne ressemblait pas à de la douleur. Pas au début. D'abord, c'était comme si, dans une maison, la lumière s'éteignait d'un coup. Un silence total, une obscurité absolue. Et pendant quelques secondes, vous restez là, sans comprendre ce qui vient d'arriver. Puis, c'est autre chose qui s'allume. J'ai regardé ma fille, et je lui ai souri. Calmement, chaleureusement, pour qu'elle ne ressente aucune inquiétude. C'est une excellente question, ma puce, dis-je, doucement. Je me suis levé, et j'ai posé les tulipes sur le petit meuble de l'entrée. Des fleurs jaunies, un peu froissées, achetées pour une femme à qui elles n'étaient plus destinées. De la cuisine, provenait un doux fredonnement. Margot chantonnait dans sa barbe. Une soirée ordinaire, un dîner ordinaire, une vie ordinaire. Je me suis adossé au mur, et j'ai senti qu'à l'intérieur de moi, là où se trouvait auparavant quelque chose de vivant et de confiant, quelque chose de froid et de dur était en train de s'installer. Lentement, silencieusement, et de façon irréversible. Je n'avais pas l'intention de crier, ni de pleurer. Je ne comptais pas exiger d'explications, car à cet instant précis, j'avais compris une chose essentielle. La pire des vengeances, ce n'est pas la fureur. La fureur, c'est un cadeau que l'on fait aux coupables. La fureur leur donne l'occasion de se justifier, de s'expliquer, et de se poser en victime de votre colère. Non. J'ai ramassé la deuxième chaussette de Sophie par terre, je la lui ai enfilée au pied, et j'ai dit : Viens, montre-moi ce que tu as dessiné, aujourd'hui. Et nous y sommes allés, dans le calme absolu, comme si de rien n'était. C'est exactement à ce moment-là, que tout a commencé. Les 3 semaines qui ont suivi, j'ai été le meilleur mari du monde. Non pas parce que j'espérais sauver mon couple, ni parce que je lui avais pardonné. Mais parce que j'avais saisi une vérité toute simple, que la plupart des gens trahis comprennent beaucoup trop tard. Celui qui crie, a perdu. Celui qui pleure, a perdu. Celui qui claque la porte et exige des explications, remet l'initiative entre des mains étrangères. En retour, il ne récolte que des larmes, et un tissu de mensonges. Une pièce de théâtre, mise en scène tout spécialement pour lui. Or, je n'avais pas l'intention d'être spectateur de cette mascarade. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant tout le monde. J'ai préparé du café, j'ai fait griller des tartines, et j'ai réveillé Sophie avec le sourire. Margot est descendue dans la cuisine, d'un pas méfiant. Je l'ai deviné, à la façon dont elle s'est arrêtée sur le seuil, pour m'observer une seconde, avant d'entrer. Elle s'attendait à une dispute. Elle s'y était probablement préparée toute la nuit, répétant ses explications, choisissant ses mots, élaborant sa ligne de défense. Je lui ai simplement tendu une tasse, et je lui ai demandé si elle voulait une omelette. Elle a pris la tasse, a gardé le silence un instant, puis a dit « Je veux bien ». Et c'est tout. Aucune discussion, aucune question. J'ai vu sa confusion, être lentement remplacée par une sorte de soulagement dans ses yeux. J'ai souri intérieurement. Elle a dû se dire que Sophie avait prononcé des mots que je n'avais pas compris. Ou bien, que je n'y avais pas prêté attention. Voire même, que je préférais fermer les yeux sur la vérité. Qu'elle le croie. Le jour même, depuis mon bureau, j'ai appelé un avocat. Pas n'importe quel avocat, le meilleur avocat en droit de la famille de la ville. Un confrère m'avait parlé de lui, 2 ans auparavant. Sa carte de visite était restée, par miracle, au fond de ma mallette. Il s'appelait Maître Victor Delorme. Il avait une voix sèche, et très professionnelle. Quand je lui ai résumé la situation en 2 phrases, il ne m'a fait aucune condoléance. Il a simplement dit « Venez demain à 10 heures, et apportez-moi tout ce que vous avez ». C'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai commencé à rassembler les documents, la nuit même, pendant que Margot dormait. Discrètement, méthodiquement. Comme un homme qui n'a pas besoin de se presser, car sa décision est déjà prise. Les relevés bancaires des 6 derniers mois, je les ai imprimés directement depuis mon téléphone, et rangés dans un dossier. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Un restaurant, où nous n'étions jamais allés ensemble. Un hôtel en banlieue, réservé le week-end où elle prétendait être partie à la campagne, avec une amie. Un fleuriste. Ce détail m'a particulièrement amusé, par son ironie, il lui achetait aussi des fleurs. Tant mieux, qu'il lui en achète. J'ai trouvé les photos par hasard.
Ou plutôt, pas tout à fait. J'ai simplement profité du fait que Margot laissait toujours son téléphone chargé dans la cuisine, et qu'elle n'avait pas changé de mot de passe, depuis 3 ans. Je n'ai pas fouillé longtemps. 2 minutes m'ont suffi pour voir l'essentiel, et il m'a fallu 30 secondes de plus, pour transférer ce qu'il me fallait sur ma boîte mail. J'ai fait cela sans trembler, sans avoir la boule au ventre. J'avais déjà traversé la phase de douleur, lors de cette première nuit. Seul, dans le silence de mon bureau, j'avais bu un demi-verre de whisky, et je m'étais accordé exactement 20 minutes pour ressentir tout ce qu'il fallait ressentir. Puis j'avais refermé cette porte, à double tour, et je ne l'ai plus jamais rouverte. J'ai commencé à transférer mon argent. Avec prudence, et de manière progressive, par petits montants irréguliers, selon les conseils de Maître Delorme. Le compte a été ouvert à mon seul nom, dans une banque où nous n'avions pas de carte commune. J'y ai placé mes économies personnelles, mes primes de l'année écoulée, et l'héritage de mon père. Cet argent n'avait jamais été commun, mais sans protection juridique, il aurait pu faire l'objet d'un litige. Je n'avais pas l'intention de lui laisser la moindre matière à débattre. La bague de ma grand-mère, ancienne, en or avec un petit saphir. Je l'ai retirée de la boîte à bijoux un matin, et je l'ai déposée dans un coffre à la banque. J'y ai ajouté la montre de mon père, mon passeport, et plusieurs documents dont Margot ignorait très probablement l'existence. Le dossier avec les relevés de compte, ainsi que les copies des photos de son téléphone, y ont également trouvé leur place. La porte du coffre s'est refermée, dans un léger cliquetis. J'ai ressenti quelque chose, qui ressemblait fortement à de la satisfaction. Pendant ce temps, à la maison, la vie suivait son cours. J'emmenais Sophie à ses activités, je lui lisais des histoires, je faisais des collages en papier avec elle. Tous les vendredis soirs, nous dînions en tête-à-tête avec Margot. Je réservais moi-même la table, je choisissais le vin, je portais des toasts. Elle rayonnait. Un jour, je l'ai entendu parler au téléphone avec sa sœur, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais il a complètement changé, il est devenu tellement attentionné. Il a peut-être senti quelque chose, et a eu peur de me perdre. Je me tenais derrière la porte, et je souriais silencieusement. Oui, Margot, c'est exactement ça. J'ai eu peur de te perdre. Damien, le fameux professeur particulier. 28 ans, doctorant, un visage avenant, et de toute évidence, une moralité plus que douteuse. Il continuait de venir, les mardis et jeudis. Je n'avais délibérément rien changé au planning. Il fallait que tout reste, exactement comme avant. Je l'ai même croisé 2 ou 3 fois dans l'entrée. Je lui serrais la main, je lui demandais comment progressait Sophie. Je le regardais droit dans les yeux, d'un air calme et posé. À chaque fois, il pâlissait légèrement. C'est bon signe, sa conscience n'était pas encore totalement morte. À la fin de la 2e semaine, Maître Delorme m'a annoncé que les documents étaient prêts. Quand déposons-nous le dossier ? Ai-je demandé. Quand vous le déciderez. Je lui ai demandé de patienter, encore un peu. Il y avait un dernier détail, que je voulais éclaircir. Discrètement, sans faire de bruit. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, j'ai mené ma petite enquête sur Damien. Et ce que j'ai découvert, a élargi mon sourire. Il fréquentait 2 autres femmes, en même temps. L'une d'elles, selon toute apparence, ignorait aussi l'existence des autres. Je n'ai rien dit à personne. J'ai simplement rangé cette information, dans un coin de ma tête, et j'ai refermé le tiroir. Chaque chose en son temps. Le 21e jour, j'étais assis dans la cuisine, un soir. Je buvais mon thé, tout en écoutant Margot border Sophie. Elle lui chantait une berceuse, celle de toujours, d'une voix basse et douce. Il n'y avait aucune hypocrisie là-dedans, elle aimait profondément sa fille. C'était bien la seule chose, dont je ne doutais pas. J'ai fini ma tasse, je l'ai posée dans l'évier, et je me suis dit que le lendemain, j'irais voir Maître Delorme. Il était temps. Non pas parce que j'étais pressé, mais parce que tout était prêt. Chaque porte était verrouillée, chaque document à sa place. Chaque mouvement avait été anticipé, avec 3 coups d'avance. Margot est sortie de la chambre d'enfant, un tendre sourire aux lèvres. Elle dort, dit-elle à voix basse. Parfait, répondis-je. Va te reposer, tu as l'air fatigué. Elle m'a regardé avec cette tendresse, que j'avais cru sincère pendant 8 ans.
Tu es le meilleur, dit-elle. J'ai hoché la tête. Oui, Margot. Tu vas vite t'en rendre compte, mais il sera bien trop tard. Ce samedi matin-là a commencé, avec une fournée de crêpes. Je me suis levé une demi-heure avant tout le monde, et je me suis mis au travail. Avec cette même concentration paisible, qu'ont probablement les chirurgiens avant une opération. J'ai sorti un saladier, la farine, les œufs. J'ai fait chauffer la poêle, et j'ai coupé des fraises. Sophie adorait les fraises. Elle pouvait en manger sans faim, s'enfournant les fruits un par un, avec un air de bonheur absolu. Je faisais tout cela lentement, intentionnellement. Je savourais chaque mouvement, car je le savais, c'était le tout dernier matin de cette vie-là. Non pas de ma vie, mais de celle-ci. Celle où je me réveillais aux côtés de la femme qui m'avait trahi, tout en faisant semblant que tout allait bien. C'était la dernière représentation de la pièce. Sophie a déboulé dans la cuisine, vers 8h moins 10. Ébouriffée comme toujours, son lapin sous le bras. Elle affichait cette joie matinale rayonnante, réservée aux enfants, et dont je savais déjà, que je m'en souviendrais toute ma vie. Je l'ai attrapée, je l'ai assise sur le plan de travail, et nous avons empilé les crêpes ensemble, pendant qu'elle les comptait à haute voix, en se trompant à partir de la 6e. Margot est descendue à 9h. En peignoir, un verre d'eau à la main, encore un peu endormie. Elle m'a adressé un sourire par habitude, de manière automatique. Comme on sourit à quelqu'un que l'on juge inoffensif, quelqu'un dont on n'a plus peur. Des crêpes ? S'étonna-t-elle. Quelle est l'occasion ? Une simple envie, ai-je répondu. Elle s'est assise à table, s'est versé du café, et a ébouriffé les cheveux de Sophie. Tout était normal, chaleureux, dominical. À un détail près. Sur la table, juste à côté de sa tasse, reposait une enveloppe. Blanche, épaisse, avec le nom d'un cabinet d'avocats imprimé dans le coin supérieur gauche. Margot ne l'a pas remarqué tout de suite. Elle a d'abord bu une gorgée de café, puis a pris une crêpe. Elle a fait une remarque à Sophie sur ses fraises. Puis, son regard est finalement tombé sur l'enveloppe. Et j'ai vu son visage changer, lentement et de façon irréversible. J'ai vu la douceur du matin s'effacer, pour laisser place à une expression dure, et terrifiée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. « Ouvre-la, dis-je. » Elle l'a ouverte. Je l'observais, tranquillement accoudé au plan de travail, ma tasse de café à la main. L'enveloppe contenait plusieurs documents. La demande de divorce, déjà déposée et enregistrée. Les copies des relevés bancaires, avec des lignes soigneusement surlignées, le restaurant, l'hôtel, le fleuriste. Les 2 captures d'écran, que je m'étais envoyées depuis son téléphone, 3 semaines plus tôt. Et enfin, une lettre de maître Delorme, résumant de façon concise ma position légale, concernant les biens et la garde de notre fille. Margot lisait lentement, page après page. La couleur de son visage passait de la pâleur, à une teinte grisâtre. Comme quelqu'un qui est sur le point de faire un malaise. « Sophie, dis-je calmement, sans quitter ma femme des yeux. Va dans ta chambre, ma puce. Prends ton lapin, je te rejoins dans un instant. » « Et mes crêpes » demanda-t-elle. « Je te les apporte là-bas. File. » Elle est partie avec son assiette, sans rien soupçonner. Les enfants remarquent bien moins de choses qu'on ne le pense, tant que les adultes parviennent à garder leur calme. Margot a levé les yeux vers moi. On y lisait tout, en même temps, la peur, la confusion, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Mais rien, absolument rien, qui ne ressemble à des remords. « Attends. » dit-elle. « Laisse-moi t'expliquer. » J'ai levé la main. Doucement, sans aucune agressivité, juste pour la stopper. « Non, dis-je, à voix basse. Margot, ne dis rien. » C'était une erreur, ça ne signifiait rien pour moi. Je... Arrête. Elle s'est tue. Sans doute parce qu'elle a entendu dans ma voix, que la discussion était close. Il n'y avait ni colère, ni souffrance. Mais quelque chose de bien pire, la tranquillité absolue d'un homme, qui a déjà pris sa décision. Elle a essayé de pleurer. Les larmes sont montées vite, de manière très naturelle, et peut-être même qu'elles étaient sincères. Je l'ai regardée avec le même détachement,
que lorsqu'on regarde la pluie tomber derrière une vitre. Vous la voyez, vous comprenez qu'il pleut, mais elle ne vous mouille pas. Ensuite, elle a tenté la colère. Elle m'a dit que j'avais toujours été froid, que je ne l'écoutais jamais, qu'elle se sentait seule. Je l'ai laissé vider son sac. Je ne l'ai pas interrompu. Quand elle a terminé, j'ai hoché la tête. C'est possible, ai-je dit. C'est une conversation que nous devrons avoir, mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Elle a tendu la main vers son téléphone, pour appeler sa mère ou une amie, je suppose. Je ne l'en ai pas empêché. Quel appel! Tous les coups de fil importants avaient déjà été passés. Y compris celui auquel elle ne s'attendait pas. J'avais appelé ses parents, une semaine plus tôt. Ce fut bref, sans entrer dans les détails sordides, mais le message était clair. Sa mère était restée silencieuse un moment, puis elle avait dit « Nous ne sommes pas étonnés, Alexandre. Pardonne-nous. » C'est la seule fois, en 3 semaines, que j'ai senti mon cœur se serrer. Damien a disparu de sa vie de lui-même. Sans que j'intervienne, sans aucune pression de ma part. Il s'est avéré qu'il avait bien une autre femme, comme je l'avais découvert. Puis, la seconde est entrée dans l'équation, et tout leur château de cartes s'est effondré de lui-même. Exactement comme tout ce qui est bâti sur le mensonge et l'égoïsme. Margot s'est retrouvée les mains vides. Plus de mari, plus d'amants, et plus de fausses histoires à se raconter, pour justifier ses propres choix. La maison m'est revenue sur décision de justice, étant donné que j'ai obtenu la garde principale de Sophie. Maître Delorme a fait un travail propre, net, et sans bavure. Margot a récupéré sa part en argent, et elle est partie vivre chez sa mère. Des amis communs m'ont rapporté que les premiers mois, elle appelait souvent, suppliait qu'on se voie, et voulait qu'on parle. Je n'ai jamais refusé de la voir, dès lors qu'il s'agissait de Sophie. Pour tout le reste, j'ignorais ses messages avec la plus grande politesse, et de manière définitive. Ce samedi-là, après que tout a été dit, et que les papiers étaient posés sur la table, j'ai fait un ultime geste. Je me suis levé, j'ai pris l'assiette de crêpes aux fraises, et je suis allé dans la chambre de ma fille. Elle était assise sur son tapis, en train de construire une tour de cubes, tout en discutant avec son lapin. « Papa a apporté les crêpes, dis-je, en m'asseyant par terre à côté d'elle. « Il y en a pour le lapin, aussi ?» demanda-t-elle, très sérieuse. « Surtout pour le lapin, lui ai-je répondu. » Nous étions assis sur le sol, à manger nos crêpes aux fraises. Dehors, le soleil de février brillait. C'était un soleil froid, pur, honnête. Sophie a rigolé, à cause d'une blague racontée par son lapin. Je l'ai regardé, et je me suis dit que c'était ça. C'était la seule chose qui comptait vraiment. Ce n'était ni la vengeance, ni la victoire. Ce n'étaient pas les documents dans l'enveloppe, ni l'argent sur le compte en banque. C'était juste ça, cet enfant, ce rire, et ce tapis rempli de cubes. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement pris la main de ma fille, et j'ai avancé. En silence, en paix, et pour toujours. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'Alexandre. A-t-il pris la bonne décision? Auriez-vous été capable de garder un tel sang-froid à sa place? Votre avis nous intéresse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement des réponses honnêtes. Mettez un pouce bleu. Si l'histoire vous a tenu en haleine jusqu'à la dernière ligne, c'est la meilleure façon de dire merci. Abonnez-vous à la chaîne, pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Chaque semaine, découvrez de nouvelles histoires de trahison, de force intérieure, et de justice silencieuse. Parfois, la pire des vengeances, c'est tout simplement d'être heureux sans toi.